Déclic, prends le mic. Déclic, prends le mic. Une émission qui encourage l'expression des habitants de Seine-Saint-Denis. Reportages, interviews, témoignages. Déclic, prends le mic. Sur Radio Ems. Tous les jeudis de 20h à 21h. Sur Radio Ems. Déclic, prends le mic. Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de l'émission Déclic, prends le mic sur Radio Ems. Au sommaire aujourd'hui, je vous propose d'écouter un reportage consacré à la fête de la laine du parc Georges Valmont. Et en fin d'émission, quelques actualités sportives. Mais on commence avec la revue de presse d'Idir. Colombie, l'extrême droite arrive au pouvoir. En Colombie, les élections présidentielles ont rendu leur verdict. L'avocat et homme politique Abelardo de la Espriella, créateur des Défenseurs de la Patrie, devient le nouveau président colombien, avec près de 49,65% des voix. Nouveau venu et soutenu par Donald Trump, sa victoire fait basculer la Colombie à l'extrême droite. Séisme meurtrier au Venezuela. 1430 morts et plus de 50 000 disparus, c'est le nouveau bilan provisoire des séismes qui ont frappé le Venezuela. Le pays a été frappé par deux puissants tremblements de terre de magnitude 7,2 pour le premier et 7,5 pour le deuxième. Le deuxième est considéré comme le plus puissant dans le pays depuis un siècle. La présidente par intérim Delcy Rodriguez a décrété l'état d'urgence et a annoncé la fermeture de l'aéroport de Maiquetía qui dessert Caracas en raison des graves dommages à l'infrastructure. Accord entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé mutuellement la fin des hostilités pour le moment. Cela fait suite à un regain de tension entre les deux pays. L'armée américaine avait annoncé avoir frappé 10 infrastructures iraniennes, notamment des infrastructures militaires, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne, en réponse à une frappe sur un navire pétrolier dans le détroit d'Ormuz. En riposte, Téhéran a tiré des drones et missiles sur des bases américaines situées au Bahreïn et au Koweït. Les deux camps s'accusaient mutuellement de violer le cessez-le-feu et Donald Trump avait de nouveau menacé l'Iran d'une reprise de la guerre. L'annonce de la fin des frappes a permis la réouverture du détroit d'Ormuz. Des discussions techniques ont eu lieu au Qatar au sujet de l'ensemble des points du protocole d'accueil signé il y a 2 semaines. Guerre en Ukraine, nouvelle provocation diplomatique de la part de la Russie. Quelques semaines après le sommet du G7, la Russie continue de provoquer l'Europe par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Le ministre a déclaré que l'Europe est devenue la principale menace pour la paix et la sécurité mondiale en soutenant l'Ukraine. Cela fait suite au discours de l'Union européenne et du Royaume-Uni sur le soutien militaire à l'Ukraine. Il a également affirmé que les États-Unis se sont éloignés de leur rôle de médiateur en raison de l'intervention de Donald Trump au G7, où il a estimé que la Russie doit conclure un accord sous peine de réimposer des sanctions. On passe à l'information nationale, crash d'un avion près de Nancy. C'est la plus grave catastrophe de l'histoire de l'aviation française hors vols commerciaux et militaires. Un avion qui servait pour un baptême de parachutisme à Tomblaine près de Nancy s'est écrasé. Au total, 11 personnes ont perdu la vie, soit l'ensemble des occupants du petit avion. Selon le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Segui, les victimes sont 5 moniteurs de parachutisme, 5 élèves qui étaient tous médecins libéraux et le pilote de l'avion. L'avion serait tombé de façon totalement inexpliquée, selon le maire de Tomblaine. Virus Ebola, un premier cas détecté en France. Une personne a été testée positive au virus. Il s'agirait d'un médecin qui était en voyage en République démocratique du Congo qui fait face à une importante épidémie liée à une nouvelle souche du virus Ebola. La personne a été immédiatement prise en charge et mise à l'isolement dans un établissement spécialisé, a assuré le ministère de la Santé. 5 personnes qui ont été en contact avec lui lors de son vol Kinshasa-Paris ont été placées à l'isolement. Concernant le risque de transmission, les experts sanitaires estiment qu'elles sont faibles en raison du caractère peu contagieux du virus. La Corse vers une autonomie. Les députés ont voté majoritairement en faveur d'une réforme constitutionnelle visant à donner à la Corse une autonomie au sein de la République. Autrement dit, une autonomie permettrait à la Corse d'avoir des pouvoirs plus étendus. Par exemple, elle pourra adapter les règlements nationaux selon les besoins de l'île, mais également, elle pourrait créer ses propres lois spécifiques à la région sous le contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, ce qui serait inédit. Désormais, la réforme va passer au Sénat pour un vote et si le Sénat vote pour, un congrès réunissant l'ensemble des parlementaires aura lieu à Versailles.
Cependant, le vote final de cette réforme risque de prendre du temps en raison du débat qu'elle suscite auprès des politiques. Mais également en raison du format de vote. Exactement, la réforme nécessitant une modification de la Constitution, il faut que l'Assemblée ainsi que le Sénat votent pour, ainsi que la majorité du Parlement, donc le Congrès à Versailles, vote en faveur de la loi. Le verdict risque d'être également perturbé en raison de l'élection présidentielle. Canicule à Paris, un premier bilan selon Santé publique France. Alors que les températures commencent à baisser, Santé publique France a dressé un premier bilan de la canicule. L'agence a recensé 1000 décès de plus que lors des précédents mois depuis le 24 juin. De plus, elle a recensé 1200 décès le 24 juin, puis 1400 décès les 25 et 26 juin. Des chiffres dramatiques, mais qui ne sont pas tous liés à la chaleur. Néanmoins, la ministre de la Santé Stéphanie Rist avait prévenu qu'un nombre de décès supérieur à la normale était observé. Si la vigilance rouge a été levée sur toute la France, Météo France a annoncé qu'une nouvelle vague de chaleur dans la semaine du 6 au 13 juillet était probable, mais reste prudente concernant son intensité. Des pauses fraîcheur pour les collégiens. Cette semaine a été marquée par le brevet des collèges. Les élèves de 3e ont pu faire face aux épreuves de français, de mathématiques, d'histoire géo et de sciences. Un brevet qui a été marqué par la canicule. Si l'épreuve de français était éligible à un report, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffroy, a opté pour des aménagements, comme l'instauration de pauses de 15 minutes qui peuvent être décidées par les responsables des centres d'examen. Ce brevet des collèges est aussi marqué par une réforme. Désormais, l'examen final compte désormais à 60% de la note finale et 40% pour le contrôle continu. Auparavant, c'était du 50-50. Mais également, le contrôle continu prendra en compte l'ensemble des moyennes de chaque matière et non plus des compétences. Suite à cela, le ministère de l'Éducation nationale s'attend à une baisse du taux de réussite. Les résultats du brevet sont attendus entre le 7 et le 9 juillet. Entrée de Marc Bloch au Panthéon. L'historien et résistant Marc Bloch a fait son entrée au Panthéon. C'est la première fois que le Panthéon accueille un historien. Co-fondateur de l'école des Annales, il est surtout connu pour sa participation à la Résistance, engagé clandestinement à Lyon entre 1943 et 1945. Un privilège pour Bloch qui va reposer aux côtés des grandes figures de la nation française comme Simone Veil, Jean Moulin ou Victor Hugo. La visite du pape Léon XIV en France. À l'occasion de son voyage officiel en France du 25 au 28 septembre, le pape Léon XIV célébrera une messe le 26 septembre sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées, a annoncé l'archevêque de Paris. Cette messe devra attirer 500 000 personnes selon le diocèse de Paris. La veille, le souverain pontife organisera une rencontre avec des jeunes au Stade de France à Saint-Denis. Environ 75 000 personnes sont attendues selon les organisateurs. Enfin, il célébrera une messe cette fois-ci à Lourdes avant de conclure son voyage à Metz. C'est le premier pape à venir en voyage d'État en France après Benoît XVI en 2008. Le pape François s'était rendu en France 3 fois, à Strasbourg en 2014, à Marseille en 2023 et en Corse en 2024, mais n'était jamais venu sous la forme d'un voyage officiel. Je suis bousillé, possédé, c'est abusé. On va s'embrouiller, puis se réconcilier. Ouais, j'arrive avec un peu de retard. Prends tout ce que tu veux, c'est pour moi. Jeune, belle latina, Nord-Africa, Binta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Jeune, belle latina, Nord-Africa, Binta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Aller-retour de Paname, dès que j'arrive, je fais le combo, c'est pas à mam. Lui il est beau, mais il me dérange, je suis là comme maman. Même si je boude, il propose le restant quand même. Et moi je suis plus genre sexy cal, rappeur, paparazzi, Kim Khalidi, Gaga. Et moi je suis plus genre Bottega, plus genre trop gaga avec mon big black papa. Jeune, belle latina, Nord-Africa, Binta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Jeune, belle latina, Nord-Africa, Binta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. À peine du sauna, mets-moi une gorgonzola, tombe sur une beauté sauvage, d'un style inconsolable, incontrôlable. Je suis dans un fantôme, je suis sur un sans faute, dans style inconsolable.
incontournable. Donc si chiffre minimum, elle demande un minimum. Jeune, belle, latina, Nord-Africa, Binta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Jeune, belle, latina, Nord-Africa, Binta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Eh bien, la latina, mais je suis plus africana. Elle me rend même matinale. Comment ça, t'as des baby mama? Ah bon, jolie nana, sexy, moi je dis pas nanana. Je lui fais le combo spa à Mam, je l'amène à Oman. Train de vie infernal, du genre paranormal. Je fais le combo spa à Mam, je l'amène à Oman. Train de vie infernal, du genre paranormal. Radio Ems. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de la fête de la laine, au parc Georges Valbon. Une journée à la fois festive, artisanale et pleine de rencontres où la laine devient le fil conducteur entre tradition, savoir-faire et curiosité du public. Vous écouterez l'interview des tondeurs de moutons, véritables stars de la journée qui nous plongent dans leur métier aussi impressionnant que méconnu. Vous entendrez aussi les témoignages de visiteurs venus profiter de l'événement entre découvertes, balades et moments de partage. On ira également à la rencontre des associations Clean Amen et Aubert Fabrique qui participent à faire vivre ce type d'initiative et à tisser du lien entre nature, création et engagement local. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans cette immersion au cœur de la fête de la laine. Reine d'Hélène, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors on initie les visiteurs au crochet. Voilà. Ok, super. Alors vous faites un petit peu de crochet là, c'est ça? Oui, pour la première fois. Ah, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. J'ai toujours rêvé d'en faire, mais bon, malheureusement, on manque de temps. Parce qu'il faut du temps. C'est l'occasion donc... L'occasion d'apprendre les bases et pourquoi pas après commencer plus tard à la maison. Voilà. C'est votre fils? Donc après peut-être que tu auras un petit bonnet au crochet. Bah, ça serait super. Ça serait génial. Bien sûr. Ça serait génial. Hein. Madame, vous aussi c'est la première fois? Oui. Vous faites du crochet? Oui, c'est la première fois. Et alors c'est quelque chose qui, voilà, c'est difficile pour l'instant ou... Non. Ah, déjà vous en êtes à défaire les nœuds. Pas du tout, moi je viens d'arriver. Merci beaucoup. Ça. Ah là, c'est une professionnelle là, déjà là, non? Oui. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors qu'est-ce que vous faites là? Marie. Oui, j'ai customisé ici là, c'est avec anti-recyclage. Je fais ça avec les vieilles tissus, comme les t-shirts que vous avez, au lieu de le jeter. On crée quelque chose avec, parce que au lieu que ça va dans la nature, ça va polluer. Mais on fait une autre chose avec ça et puis c'est très joli. C'est super, bravo. Facile, hein. Alors. Le croisage, comment ça s'appelle? Je sais plus. Comment ça s'appelle comment déjà? Le tissage. Oro de Dios. Oro de Dios. C'est marqué dans le tissu. Alors des ateliers multilangues, ça c'est super. Donc ça veut dire quoi ça? Rodovio, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu. Et en fait, c'est la technique de tissage. Alors, ça vous plaît, les enfants, le tissage? Oui. Oui. Et alors, vous faites quoi là? Moi, j'attends juste qu'on commence avec moi. Ah oui, pardon.
Donc bonjour, je me trouve donc devant le stand de l'association Clean Amen, donc avec Marlène et Adèle. Alors Marlène et Adèle, donc je vois en fait on peut acheter de la laine ici à ce stand. Quelques mots sur l'association Clean Amen qui fait pas mal de choses d'ailleurs. Oui, l'association fait beaucoup de choses. En fait, tout va graviter autour de la question du troupeau et de la ferme. Et différents pôles s'organisent autour de ça. Donc nous, on est le pôle laine. Notre but, c'est de développer toute la matière lainière qui va graviter autour du troupeau. Donc si on remonte un peu les étapes, elles commencent juste là-bas. Les moutons sont tondus. Là, on en tond pour la démonstration, mais sinon, on va en tondre toute cette semaine. Ensuite, on met la laine on la trie. On met la laine en curon dans des gros sacs et ensuite elle est envoyée en Angleterre dans une filature qui s'appelle The Wool Fibre Company et elle est transformée en fibre. Et après nous à l'association on fait plusieurs expérimentations pour la transformer en matière textile. On l'envoie en Angleterre parce que c'est en Angleterre qu'ils ont les machines qui sont les plus adaptées à notre fil parce qu'effectivement la filière de la laine a beaucoup périclité dans les années 50-60 et donc c'est difficile de trouver des équipements, des entreprises, enfin des filatures qui sont adaptées au type de fil de nos moutons qui sont des bleus du Maine du coup. C'est plutôt des descendants de races britanniques quoi. Donc, ouais. Alors finalement oui, donc ça dépend beaucoup du mouton. Donc suivant le mouton, la laine est différente, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et l'usage aussi de la laine va être différent. Il y a des moutons qui vont servir à faire des matières plus douces, comme la laine mérinos qu'on connaît dans nos pulls. D'autres moutons qui vont avoir du poil plus rustique, comme les bleus du Maine. Mais là, du coup, on a réussi à la transformer en une laine plus fine. Mais il y a des moutons qui sont plus adaptés à du tapis, par exemple, parce que la laine va être plus solide. D'autres, la laine va être broyée en copeaux pour du rembourrage ou du matelas. D'autres laines vont mieux feutrer. Enfin, ça dépend. Chaque race a un peu son utilité aussi. Et les gens qui vont venir acheter la laine, alors on voit elle est assez épaisse. Qu'est-ce qu'ils pourront faire avec ? Après, ça dépend de la technique qu'ils vont utiliser. Donc, là-bas, on a des plus fines aussi. Donc, la laine, elle a beaucoup de propriétés. C'est une des seules matières qu'on peut feutrer. Donc, ça, on n'en a pas en exemple, mais c'est un amalgame de fibres, comme sur nos manteaux l'hiver un peu. Il y a des exemples de feutres dans la maison Édouard Glissant, ouais. L'exposition donc par Aubert Fabrique. C'est ça. Après, elle peut se tisser comme on a juste ici. Donc là, les fils sont entrecroisés de façon perpendiculaire pour former une surface. Et où elle peut être aussi tricotée ou crochetée. Ce sont des boucles qui s'entrelacent entre elles. Et ça, c'est vraiment la matière des mailles, de la maille des pulls. Moi, je fais beaucoup de tricot à la main avec les aiguilles et je fais des bonnets, des couvertures et Aurélie, elle a fait des pulls. Il y a tout un tas. En tout cas, avec notre laine, elle se prête à plein de choses. Faut juste pas être trop sensible parce que c'est le reste de la laine qui est un peu rustique, qui gratte un peu. Mais par rapport à celle qu'on a dans les magasins qu'on connaît tous. Alors, un rouleau de laine, ça coûte combien ? Une pelote ? Une pelote, oui. 5 euros. Oui, alors avec une pelote de laine à 5 euros, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors avec la pelote de laine en ce qu'on appelle en 3 fils, donc la plus fine, ce qui est possible à faire, c'est une petite paire de mitaines ou un bandeau, parce que ça reste quand même une quantité de laine qui est pas énorme. Mais par contre, avec deux, on peut déjà faire un bonnet, on peut se faire un petit col là, ce qu'on appelle les snoods. Donc ça va être déjà un petit peu plus intéressant. Radio M. Direction maintenant vers la maison Édouard Glissant pour l'exposition d'Aubert Fabrique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui au parc Georges Valbon uniquement pour la fête de la laine aujourd'hui ? Oui. Et vous avez l'habitude de venir au parc ? Oui. Et qu'est-ce que vous y faites ? On joue, on pique-nique ici. D'accord. Mais vous, monsieur, d'ailleurs, vous êtes habitué au parc ? Écoutez, moi, ce que je découvre, c'est qu'après des souris et des hommes, aujourd'hui, c'est des moutons et des hommes. Donc c'est quelque chose d'original et pertinent. Et c'est bien de faire découvrir l'univers entier du mouton, de la laine, et de l'environnement et de la création au sein d'un même lieu et d'une même journée, donc c'est sympa. Et vous, votre rapport au parc, au-delà de la fête de la laine ?
Écoutez, c'est notre parc préféré. Donc on y est très régulièrement les week-ends. Dès qu'il y a un rayon de soleil ou un demi-rayon de soleil, on est là. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, sur notre fil de chaîne. Donc comme ça paraît simple, mais parfois... Le filage, donc après cette étape-là, la rose qu'elle monte, c'est du filage à la main. Mais il y a des fuseaux un peu partout dans le monde. Et donc là, on a le tikli qui se trouve plutôt en Inde. Ça, c'est un fuseau, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est l'équivalent du fuseau turc qui est en croix comme ça. C'est ce qu'elle montre, effectivement. Voilà. Donc là, on a différents métiers à tisser dans le monde. Là, accroché, j'ai un peigne de Côte d'Ivoire avec la poulie. Donc il y a le petit croquis. C'est exactement le même principe que nos métiers à tisser. Il y a des cadres qui vont soulever les fils de chaîne pour faire des motifs. En Afrique, ils tissent plutôt des bandes étroites et du coton, souvent. Et puis du coup, il y a une poulie avec une corde et il y a des pierres qui font pédalier. Alors que nous, on a des pédales sur les métiers à tisser. Et en fait, ils actionnent comme ça. Et le reste, la structure, c'est des branches. Mais ça fonctionne très très bien. Et c'est plutôt les hommes qui tissent en Afrique, ouais. Alors qu'en Afrique du Nord, donc, les métiers à tisser, les hommes s'occupent de l'élevage des moutons, de la tonte, etc. Mais après, tout ce qui est traitement de la laine et tissage, c'est la femme. Même les teintures, c'est peut-être un peu mixte, mais en général, c'est la femme qui fait le plus, toujours. Voilà. Comme d'hab. On se demande. Donc voilà, mais en fait, des métiers à tisser, il y en a un peu partout. En Amérique du Sud, c'est assez drôle parce que ce sont ce qu'on appelle des telar de cintura. C'est des petits cadres à tisser, c'est des baguettes en bois. Et donc en fait, il est maintenu derrière le dos, donc elles sont assises pour travailler. Et ça correspond à nos cadres en tissage traditionnel. Donc elles font bouger les baguettes, elles les placent en fait de façon à obtenir un motif. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Je suis avec Tristan et Florian, alors ils viennent du Lot-et-Garonne et ce sont nos tondeurs, donc les tondeurs des moutons. Donc bonjour messieurs. Et bonjour. Alors comment on devient tondeur ? Moi, je suis devenu tondeur parce que j'ai rencontré un gars avec qui je travaillais. Au début, j'étais dans les espaces verts, parc et jardin, et il m'a proposé de venir me faire 3 sous un week-end. Et je lui ai dit pourquoi faire. Il me dit ce serait pour attraper des moutons, parce que moi, avant que je fasse ce métier, les moutons, j'en avais vraiment rien à faire. Et donc, il me dit pour attraper des moutons. Je me suis dit allez, pourquoi pas, feu. Et donc, on est arrivé sur un chantier de tonte, et du coup, j'ai vu les mecs travailler. Et je me suis dit mais ça c'est cool, cool, c'est vraiment chouette comme job. Et donc les gars, je les ai bombardés de questions pendant 2 jours et il s'est avéré qu'il y en avait un qui habite à 15 bornes de là où j'habitais avant. Et donc on a sympathisé, tu viendras manger à la maison, boire l'apéritif, tout ça. Et il m'a appelé quelques semaines plus tard en me disant écoute Tristan, j'ai vu que tu avais l'air bien intéressé par le boulot, si tu veux, moi j'arrête, j'ai le dos, les genoux, les bras, enfin tout qui en peut plus. Je peux te prêter tout le matos, te filer le numéro d'un gars avec qui tu peux aller apprendre. Et si ça t'intéresse, voilà, c'est parti. Puis si ça t'intéresse pas, le chapitre il est bouclé et terminé. Je lui ai dit ok, j'arrive. Et donc je suis allé récupérer le matériel. J'ai rencontré le gars avec qui on travaille et tous les deux avec Flo encore aujourd'hui, avec René, et qui m'a appris le métier et voilà. Et après depuis c'était parti. Mais par contre c'est vrai que le premier jour, j'en menais pas large.
Alors c'est surtout peut-être au mouton qu'il faut le dire, non? C'est être différent, il doit le sentir le premier jour, le mouton, quand vous le tondez pour la première fois. Ouais, un peu je pense, parce que l'intérêt c'est d'aller le plus vite possible, comme ça le mouton il attend, parce qu'au début quand on apprend on va pas vite, et le mouton s'impatiente. Nous on se fatigue et puis plus ça va vite mieux c'est pour tout le monde. Ouais. Mais moi il m'a fallu 3 ans avant de il faut au moins 3 ans avant de devenir au niveau à peu près pas standard parce qu'on peut toujours être meilleur mais confortable en tout cas. Ouais, il faut au moins 3 années avant de pouvoir dire qu'on sait tondre les moutons. Alors comment ça se passe la tonte d'un mouton? Déjà il faut l'attraper. Exact, et souvent quand il n'y en a pas beaucoup, on fait ça nous-mêmes, mais quand il y a beaucoup de moutons, il y a les attrapeurs qui attrapent la brebis, qui nous la tirent par les pattes avant et qui nous l'amènent. Comme ça, nous, on fait que tondre. Dès qu'on a fini de la tondre, la brebis part, on nous en amène une autre pour pas casser le rythme. Et on nous l'amène assise, donc en position, quoi. Prête à être tondue. Parce qu'après, sinon, d'aller attraper, souvent dans les grands chantiers, il y a les attrapeurs qui attrapent et les tondeurs qui tondent. Et après, il y a souvent des gens aussi qui mettent la laine en sac. Et alors, vous utilisez des tondeuses? Tout à fait. Nous, on utilise des tondeuses électriques. 2 types de tondeuses. On a pour les petits particuliers, quand il n'y en a pas beaucoup, des tondeuses qu'on dit portatives, où là, le moteur est incorporé dans la machine. Non, c'est quand même filaire. Ah, d'accord. Mais du coup, dans la machine. Et après, pour les plus gros chantiers, on a des machines à moteur suspendu. Donc là, il y a toute une armature en ferraille, une sorte de potence de pendu, où on vient fixer un moteur dessus et la transition de la tondeuse est faite par un cardan rigide. Et donc ça par contre, autant dans la portative le moteur, le rotor c'est gros comme un cigare à peu près, alors que là l'autre machine le moteur fait 8 kg, c'est carrément plus puissant. Et donc là où ça aide c'est pour des laines difficiles, quand ça rentre pas trop avec la petite machine, des fois elle peine qu'avec la grande. Ouais, c'est plus coupleux quoi. Ouais, c'est beaucoup plus coupleux, ouais. Alors vous êtes en position assis, c'est ça non, courbé, on est debout comme si on déshabille au jardin, la même position, un peu les genoux un peu fléchis et puis pliés en deux. Ouais. Mais debout et le dos en deux. Et le dos en miettes au bout de 10 années de tonte ou pas? Pas du tout. Ah non? Non. Pas mal au dos? Eh bien, ce qui fait mal au dos, c'est quand les tontes sont début de saison, forcément, le temps que le corps se refasse. Là, il y a des jours, ça tire, et quand les tontes, c'est difficile, soit parce qu'elles sont parasitées, soit parce qu'elles sont maigres, soit parce qu'elles sont vieilles, soit parce qu'elles sont gestantes. Le mouton, lui, en fait, est-ce qu'il n'est pas stressé? Est-ce que ça fait mal, d'ailleurs? Est-ce que ça lui fait mal? Alors, pas du tout. Franchement, alors ça peut arriver qu'on blesse avec la machine, parce que ça, évidemment, les peignes qu'on utilise, donc la machine est composée de 2 parties, peigne et contre-peigne, avec une partie mobile. Exactement, le principe c'est exactement pareil qu'une tondeuse à cheveux ou une tondeuse à barbe, mais par contre adapté pour les brebis. Donc là, ça peut arriver des fois de faire un petit trou, mais c'est souvent des blessures bénignes. Mais sinon, non, c'est vraiment, elles sentent rien. Enfin, c'est comme quand on se coupe les cheveux, c'est la même chose. Et après, pour le stress, je sais pas, parce que mine de rien, c'est un être vivant, et c'est vrai qu'on peut des fois avoir des troupeaux l'année dernière où tout le monde était peinard, serein, et cette année par exemple où ça remue, elles étaient pas contentes, peut-être parce que c'était lundi matin ou j'en sais rien, mais voilà, ça là on le voit ici en tondant à la Courneuve, il y en a qui sont mignonnes, mais je pense qu'elles sont un peu plus stressées aussi, parce qu'avec le monde et compagnie, ça les sort un peu de, même si pourtant c'est des brebis qui sont habitués à avoir du monde, mais là bon, ça fait quand même beaucoup de présence à côté. Et la tonte c'est qu'une fois dans l'année, c'est ça? Oui, chez nous c'est qu'une fois. Chez nous c'est qu'une fois. Après, dans les régions montagneuses, les Alpes et les Pyrénées, ils tondent 2 fois, souvent avant la montée à l'estive, donc avant qu'elles aillent en pâture pour l'été, et après au retour de l'estive à l'automne, vu qu'elles restent après tout l'hiver en bergerie, et quand c'est la période des mises bas, mine de rien, sanitairement parlant, le fait qu'elles soient tondues c'est plus intéressant, parce qu'après quand il y a les mises bas, le placenta, le sang, tout ça, ça reste souvent collé dans la laine, et là il peut y avoir après des risques d'infection, sanitairement parlant, ça dépend des races aussi. Les brebis en Angleterre, ils tondent 2 fois par an, du coup ils ont des brebis plus laineuses et qui poussent plus vite, leur laine pousse plus vite. Alors rassurez-moi, parce que vous parlez brebis, moi j'arrête pas de dire mouton, que ce soit un mouton ou une brebis, ça se tond. Ah oui, le mouton c'est le terme général, qu'il y a la brebis et le bélier.
Et les deux ensemble, on appelle ça un mouton. Et après, pour les petits, c'est les agneaux pour les mâles et les agnelles pour les femelles. Et le mouton, voilà, c'est le terme générique. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et alors peut-être une dernière question, parce qu'on va vous laisser aller et à la rotonde tout à l'heure sur le parc Georges Valbon. C'est ça, ou boire une bière avant peut-être. Oui, écoutez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une pénurie ou plutôt un renouveau de ce savoir-faire de tondeur? Alors là, moi j'ai l'impression que là vous êtes jeune. Donc, très bien. Après, pour la petite histoire, on connaît là où on habite, celui qui fait le département au nord de là où on habite. Monsieur Fresneau, il a été un petit papy comme ça, on allait le voir et il nous a dit, vous savez les jeunes, moi j'ai été champion de France de tonte dans les années 70 et il tombe encore. D'accord. Et par contre lui il va arrêter. Non mais c'est sûr. Ce que j'entends c'est est-ce qu'il y a la relève? Est-ce qu'il y a de la relève? Non. Pas trop parce que malheureusement il y aura l'équipe en Lot-et-Garonne, c'est cool parce qu'on est tous les deux et il y a Lucas aussi, un autre jeune. Mais sinon, en tout cas dans notre secteur, nous des jeunes tondeurs, on n'en connaît pas. Les gens ils aiment beaucoup voir et tout, mais ça a pas l'air de les intéresser trop. Alors après c'est sûr qu'il y a une peine physique, faut y être. Mais faut être en forme. Mais je sais pas si c'est un métier qui a vraiment le vent en poupe. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Peut-être je me trompe et j'espère que je me trompe d'ailleurs. Alors justement, en une journée, vous arrivez à tondre combien de moutons par personne, hein? Ça dépend des races, mais entre 150 et 200. D'accord, ok. Et puis on est payé à la brebis. Et pareil pour Flo. D'accord, ok. Quand on tourne les moutons, on a un compteur sur nous et puis on décide du prix avant avec l'éleveur. Parce que quand il n'y en a pas beaucoup, on prend un forfait de déplacement. Évidemment, si on vient faire une brebis, on ne va pas lui prendre 2 €, monsieur ou la madame. Mais du coup, on est payé à la brebis qu'on fait. Et du coup, en fin de journée, imaginons si on a fait 212, on va voir l'éleveur, on me dit j'en ai fait 212. En tout cas, une journée où si ça roule, un troupeau qui roule vraiment nickel, aujourd'hui tous les deux avec Flo, 400 brebis, la journée c'est fait. Waouh. C'est un métier où on est toujours bien reçu et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a encore ce respect, cette tradition agricole qui est de manger tous ensemble. Parce que quand on fait des gros chantiers, qu'on arrive nous des fois on peut arriver à 8, tu vois, 4 tondeurs et 4 attrapeurs, plus la famille et tout. Et là, tu sais quand tu arrives à table, tu sais pas trop à quelle heure tu vas sortir. Et là, la mamie derrière, elle a cuisiné pendant 2 jours pour nous faire bouffer comme des princes. Et puis ce qui est joli, je trouve, c'est que comparé aux autres boulots agricoles que j'ai pu faire, on vend un savoir-faire. Plus souvent dans l'agricole, au final, par exemple, si on va ramasser les tomates dans les serres, on vend une force de travail plutôt qu'un savoir-faire. Que là, avec la tonte, comme un maréchal ferrant, comme un menuisier, j'en sais rien, on vend un savoir-faire. On vend un savoir-faire. Un savoir-faire, voilà. Ouais. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Merci à vous en tout cas. Carrément, merci à vous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Et puis, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis si ça peut susciter aussi de l'envie, ou une nouvelle passion pour devenir tondeur ou tondeuse. D'ailleurs, il y a des femmes tondeuses. Ah oui, il y en a, ouais. Oui. Il y en a qui sont pas de problème et nous mettent la branlée. Il y a des femmes qui sont au top niveau, qui tondent aussi bien. Souvent, j'ai fait un chantier où justement il y avait une fille qui tondait avec nous. Là où c'était un très joli geste, c'est que vu que elle avait moins la force physique que nous, c'était plus dans la technique et dans la finesse. C'était moins tu vas arrêter de bouger toi. Et du coup elle composait avec et elle tondait vraiment très 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 bien. Et donc oui, il y a des femmes qui font ce métier aussi. D'accord. Très bien, on les encourage. Tout à fait. Et puis merci à Tristan et Florian. Et puis on vous retrouve sur un peu plus loin sur le lieu de la tonte pour tondre les moutons d'Aubervilliers. Ouais, carrément. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Déclic, prends le mic. Tous les jeudis de 20h à 21h. Sur Radio M. Déclic, prends le mic. Alors, vous êtes venu spécialement pour cette journée aujourd'hui? Oui, ça fait 3 ans qu'on vient maintenant. C'est la 3e année, mes filles elles aiment beaucoup, donc on vient chaque année. Ouvert par hasard il y a 3 ans, et du coup on cherche la date sur internet pour pouvoir revenir. Et sinon, vous venez des fois au parc Georges Valbon? Je viens de temps en temps, je viens plutôt du côté du côté de Gonesse, parce que j'ai de la famille de ce côté-là.
Mais ça m'arrive de venir de temps en temps, ouais. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus au parc? Déjà la grandeur du parc, c'est un parc qui est très bien entretenu et c'est agréable. Et aussi les diverses activités qui sont proposées, on peut faire du vélo en famille, tout ça, c'est un beau parc. Est-ce que vous auriez des propositions? Peut-être est-ce qu'il manque des choses que vous aimeriez avoir sur ce parc? Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées l'été. Il faut suivre un peu sur le site en fait. Moi je suis, parce que pour les activités pour les enfants, donc voilà, je suis plutôt alerte. Mais je trouve qu'il y a déjà quand même pas mal de choses. Après, plus il y a d'activités pour les familles, mieux c'est, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. À l'intérieur, il y en a bien. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes venus ici aujourd'hui juste pour la fête de la laine? Oui, enfin on habite à Aubervilliers, on n'avait pas encore vu le parc, donc on a profité de l'occasion pour visiter le parc et voir les moutons et la fête de la laine. Alors Aubervilliers, la première fois juste au parc Georges Valmont? Oui. Oh, c'est pas bien ça. Mais c'est parce qu'on n'avait pas de vélo. Très bien, alors qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette fête? C'est une belle fête, familiale, le lieu est beau, ça fait plaisir de voir les moutons tendus. Bonjour madame, je peux vous poser une petite question? Bonjour, oui. Vous avez assisté à la tonte? Ah non, je viens d'arriver. Ah, décidément, je crois qu'il y en a encore une. Ah d'accord, ok, on va attendre alors. Est-ce que vous êtes une habituée du parc? Non, je suis installée depuis pas très longtemps à côté, donc là c'est une des premières fois où on vient ici. Vous venez, je vois que vous avez des enfants. J'ai une fille, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du parc? Je trouve qu'il est grand, il y a assez d'espace, ils font pas mal d'animations, parce qu'on avait été l'année dernière aussi, il me semble. Ils avaient mis des activités olympiques en place, si je me souviens bien, donc oui, ça fait du bien, ça permet de passer du bon temps, et comme il y a des espaces verts, c'est relaxant aussi. Merci beaucoup. De rien. Bonjour messieurs, dames. C'est la première fois que vous venez au parc? Tout à fait. Donc vous venez exprès pour la fête ou? Non, pas du tout. Vous habitez dans le coin? Dans le secteur, oui. D'accord. Et juste la première fois? Non, ça fait la deuxième fois que je viens ici. D'accord, je suppose pour les enfants? Voilà, tout à fait. Et comment vous trouvez le parc? Assez grand, il y a de la place pour tout le monde, donc c'est bien. Très bien, je vous remercie. Mais de rien. Alors tout le monde attend pour la tonte. Alors ceux-là ne sont pas encore passés à la tonte. Hein. Moi je viens tout le temps au parc, j'adore le parc de la Courneuve. En vélo ou à pied ou en fauteuil roulant avec le papa, voilà. Non franchement, puis là la tonte des moutons c'est super. Hein. Vous y avez assisté là? Oui, et puis presque tous les ans nous, on adore ça, hein. C'est bien, c'est agréable. Moi avant c'est moi qui ai tondu les moutons. Ah vous êtes un ancien tondeur? Ben oui, mais à la main avec une tondeuse à main. Oui, comme il y a 70 ans de ça. D'accord. et vous le faisiez où? Dans le Loir-et-Cher. Alors une question, parce que vous êtes un ancien tondeur. Oui. Aujourd'hui le métier a évolué, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, avec les tondeuses électriques comme ça, c'est formidable. Oh, mais ils sont super doués là, hein. C'est des pros. À la main, c'était pas rien. Et il me disait qu'à peu près dans une journée, à deux, il faisait 400 moutons. C'est énorme. Vous en faisiez combien à l'époque? On en faisait 2 par jour. Et à 2 en plus pour tourner le mouton. Parce que sinon, je peux vous dire que c'était pas rien. Oui, c'est toute une autre époque. Oui, c'est notre époque. C'était pas la tondeuse électrique, donc c'est sûr, à couper comme ça devait être... Et il fallait bien aiguiser aussi les ciseaux. Ah oui, les tondeuses, oui. Il fallait pas rater son coup avec les ciseaux, là. C'est dangereux. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque qui voulaient tourner moutons parce que c'était beaucoup de travail. C'est sûr. C'est sûr. Mais franchement, ils viennent depuis quelques années. Hein. C'est toujours les mêmes jeunes, là, mais ils sont bien. Hein. Ils expliquent bien. Un vrai pull en laine, tout à fait. Bien chaud. Pour la mettre propre, c'est du boulot. Hein. Ah, faut la nettoyer. Pour la nettoyer, la trier, parce qu'apparemment il y a des parties qui sont abîmées. Et après, la laver, après la colorer, hein, quand il y a les couleurs. Mais c'est pour ça que ça revient cher. C'est vrai que des fois qu'on voit un pull en laine, on dit
Mais c'est vrai que ça monte vite à, je crois, souvent 150 €, je crois. C'est du travail. Donc, Quand on prend toutes les étapes de la tonte, ça en fait partie. Et après tout le traitement. Bien sûr. Mais vaut mieux avoir un bon pull en laine que 10 pulls. Ah bien sûr, puis ça tient chaud, c'est ça le truc. Là on n'achète que des trucs en acrylique, mais ça tient pas chaud. La laine, c'est le plus chaud. Oui, bien sûr. Et les édredons avant, c'était de la laine dedans, alors pas les édredons. Des plumes. Des plumes d'oie. En plumes d'oie, ouais. Comme les doudous, tout ça. Oui. On faisait, voilà, ils servaient, on le mangeait, mais toutes les parties étaient. Après, par contre, quand on voit tous ces moutons et tout, moi, j'ai pas envie d'en manger. Quand on pense à l'animal, c'est vrai. Parce que c'est vraiment mignon, un mouton. Même les bébés, quand il y en a des petits, c'est adorable. Sa mère en avait des moutons avec des pieds. Moi, je lui donnais le biberon. D'accord. Ah ouais, ça tête au biberon. Vous aviez une ferme ou une petite ferme? C'était une maison de campagne, mais qui avait un terrain. Et puis, je sais pas, sa mère, elle aimait bien avoir ses moutons parce que comme ça, elle n'avait pas de tondeuse. C'est bien. Oui. Il y a vraiment plein de côtés utiles. C'est bien. On les met comme ça. Ça y est. Maintenant, ils ont inventé la tondeuse qui marche toute seule, là, comme l'aspirateur. Mais là, voilà, c'est naturel. De plus en plus de collectivités utilisent des moutons. Ils les déplacent. Au parc, apparemment. Au parc, il me semble qu'il y a des moutons qui sont lâchés en pleine nature. Mais tout le temps, ils sont là. C'est pour ça que maintenant, ils tournent beaucoup moins. Parce que les moutons arrivent à manger de l'herbe, que ça entretient. Non, c'est super. Hein. C'est de l'écologie, voilà. Voilà, c'est ça. Quand on est là, plus les moutons, c'est magique. Hein. On sort du travail, l'été, il fait hop, un petit tour au parc vers 7h du soir, c'est magique. Hein. Je vous remercie beaucoup. Merci bien, merci, à bientôt, au revoir. Alors tout ça, c'est à jeter, c'est ça? Tout ce qui est par terre, on va le jeter. Il y en a plein dans le big bag au pire. Hein. Un petit peu, c'est parce que c'était la vie. C'est pareil, comme ça, pour montrer aux personnes. Alors, qui peut m'expliquer, peut-être vous, bonjour? Bonjour, mais moi je travaille pas du tout ici, je viens visiter. Mais alors vous ramassez de la laine, vous allez faire des ateliers avec vos enfants ou des enfants? Alors moi je fais des ateliers parents-enfants et demain j'ai un atelier d'éveil à la nature sur la thématique du printemps. Et donc je vais prendre un peu de laine et la proposer aux enfants, c'est des enfants entre 1 an et 3 ans. Et donc on va travailler sur le toucher de la laine. Et vous allez la laver quand même pour les enfants, les petits? Pas forcément, ils laveront les mains après. D'accord, ok. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Il y a juste à prendre le soin après de laver les mains des enfants pour pas qu'ils mettent trop les mains à la bouche. Mais c'est de la matière naturelle. Merci beaucoup. Bah oui, c'est dommage. Ça sent bon. Ça sent le mouton. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Donc vous triez la laine, c'est ça? Là en ce moment, oui. Alors comment ça se passe? Là c'est de la laine, on voit la laine donc, qui vient d'être tondue. Alors là elle vient d'être tondue, du coup on a la toison qui est entière et le but c'est de secouer pour enlever les gros débris végétaux. On va enlever aussi à la main tout ce qui va être trop crotté. Et aussi on va voir si on récupère des morceaux comme les bardanes. Donc c'est des plantes qui s'accrochent dans la laine et qu'il faut enlever parce que ça va impacter la qualité du produit fini et nous c'est le fil par exemple. Alors qu'est-ce qu'elle devient après cette laine? Alors ici à la ferme on peut en faire des ateliers, donc ça va être lavé, feutré, cardé, ça va être aussi en transformation de fil aussi également. Et après des objets comme des pulls, des écharpes, des bonnets, des choses comme ça. Et comment on la lave cette laine? Alors quand nous on fait le fil, on est à partir de la filature. Et du coup à la filature, eux ils ont l'usine de lavage. Et sinon quand c'est des plus petites séries, elle est juste lavée à l'eau en fait. Trempée dans l'eau Trempée un peu quand même mécaniquement à la main, faut y aller quoi. Mais c'est fait à la main dans l'eau. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Nous sommes en direct du parc Georges Valbon pour la fête de la laine.
Et on est avec Areski. Areski, bonjour. Bonjour. Alors Areski, vous êtes un ancien habitant de Floréal. Oui, tout à fait. J'ai habité à Floréal pendant presque 25 ans, des années 72 jusqu'en 96. J'ai fait mes premiers pas ici au parc Georges Valbon, avec les nombreuses fêtes de l'humanité qu'il y a eu ici sur les pelouses où il pleuvait et où on a déplacé après à côté de l'aéroport du Bourget. Oui. Donc, alors racontez-nous comment était le parc avant. Alors déjà, c'était beaucoup plus petit que la surface actuelle. J'ai vu la première construction du lac, des deux lacs. Donc vous rentrerez côté Marville là Je rentrais côté Marville, oui, tout à fait. Enfin, oui, côté Marville. En face de l'arrêt du bus 150, c'était Floréal. Mes parents m'y emmenaient déjà à l'époque faire des pique-niques. C'était quand même assez convivial. Il y avait déjà quand même pas mal de monde en été. En été, surtout avec les pédalos sur le lac. J'ai connu même les premières baignades, mais suite à plusieurs noyades. D'ailleurs, j'ai failli me noyer dans ce lac. D'accord. Pour la petite anecdote. Et puis, suite à de nombreux décès qu'il y a eu, la baignade est devenue interdite dans les années 80. Vous y faisiez quoi au parc ? Alors, quand j'étais gamin, c'était plutôt les pique-niques avec papa et maman. Et puis après, c'était les mercredis après-midi pour éviter de rester tout le temps devant la télé à se promener avec mes parents. Et puis ensuite, ça a été les premiers footings. Mes cours de gymnastique aussi au collège, on les faisait ici, puisque j'étais au collège La Courtille à Saint-Denis. Donc, on venait souvent ici faire les 2 heures d'éducation physique. Ouais. Donc voilà, c'était essentiellement les plus grosses activités qu'on avait. Et puis après, vous avez continué à venir ? Je vais continuer à venir pour faire des footings aussi chaque dimanche matin et faire aussi des parties de foot entre amis. Ouais. Et les premières copines aussi, on se cache au parc. Oui, c'est vrai, on se cachait au parc à l'époque, tout à fait. D'accord, alors qu'est-ce que vous en pensez du parc ? Le parc a évolué ? Alors le parc a évolué grâce aux activités culturelles qu'on a régulièrement. Bon, il n'y avait pas ça encore, c'était le Café de l'Humanité qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et puis récemment avec les Jeux Olympiques et le Festival du Bel Été l'année dernière, ça m'avait donné envie de revenir, surtout pour les concerts et puis surtout pour l'ambiance aussi qu'il y avait autour de ces événements. Justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce parc ? La biodiversité qu'il y a, en fait, moi j'aime bien aussi faire les tours du lac et aller au Belvédère aussi, voir la vue sur les monuments qu'il y a sur Paris, et puis surtout les balades autour du lac, voir les canards, les cormorans, tout ce côté nature que j'aime bien, que je ne retrouve pas ailleurs qu'en Ile-de-France. C'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il manque des choses encore au parc ? Alors tout dépend de quel côté on se situe. C'est vrai que peut-être il manquerait il n'y avait pas assez d'événements quand même. Je vois le théâtre de Verdure là qui est fermé depuis des années, là, le théâtre antique là, et ce serait bien que de le refaire des travaux, et réouvrir, et pourquoi pas faire des concerts, des mini pièces de théâtre ou des événements culturels aussi à travers cet endroit. Et puis bon peut-être encore d'autres activités pour les gamins aussi, parce que pour les jeunes au niveau genre de fête foraine aussi, au moins une fois dans l'année pour les gosses aussi, ce serait bien aussi. Ouais. Mais j'aime bien venir ici honnêtement, ça me rappelle tellement de souvenirs depuis mon enfance. Alors pour les gens qui habitent Saint-Denis et ses environs, venez régulièrement au parc Georges Valbon parce que il y a quand même, c'est un parc extraordinaire et je vous invite à venir quelle que soit la saison, l'hiver comme l'été. Merci beaucoup Areski. Radio Ems. Radio Ems. En direct du parc Georges Valbon pour cette fête du mouton, donc organisée par le département. Et aujourd'hui, nous sommes avec Richard. Catherine. Alors, une petite visite aujourd'hui pour vous ou simplement une balade pour la fête de la laine ? C'est Caterina, donc ma compagne, qui m'a demandé qu'on vienne aujourd'hui ici parce qu'elle connaissait pas ce parc. Moi, c'est vrai que j'étais venu il y a longtemps. Et c'est elle qui a su... Comment tu as su qu'il y avait une fête du mouton ? Parce que nous avons vu une écharpe. Une affiche. Une affiche à Saint-Denis. Nous habitons à Saint-Denis. Et du coup, voilà, on vient d'une île tous les deux qui s'appelle Minorque, où il y a des moutons, et on a eu envie de voir des moutons. Alors, vous êtes venus spécialement pour la fête de la laine ou pour le parc, et puis il y avait la fête de la laine ? Oui, pour la fête de la laine. Et nous en profitons, et nous avons fait un pique-nique, et tout ça. Ah oui, aujourd'hui il fait beau, donc oui. C'est agréable. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement aujourd'hui de cette fête de la laine ? Vous avez vu la tonte des moutons ? Vous connaissiez ou pas ? Non,
J'ai lu quelquefois de moutons qu'il y a dans les parcs de Paris. Non, mais je ne connais totalement. Mais je l'ai expliqué à Richard quelquefois. Il y a moutons, je veux voir. Elle vient d'un endroit qui est assez rural, à Minorque, et du coup, à chaque fois qu'elle sait qu'il y a des animaux quelque part, elle va aller les voir. Et moi, j'adore ça aussi, les animaux. D'accord. Donc, je trouve ça adorable, mais c'est vrai que je connaissais pas la fête. J'habite ici depuis toujours, moi. D'accord. Et je connaissais pas. À Saint-Denis, vous savez que dans un certain quartier, régulièrement, les moutons traversent ce quartier pour venir justement au parc. Je ne sais pas d'où vous êtes, de Saint-Denis, centre-ville. On est entre Porte de Paris et Basilique. Et donc, alors, vous avez vu des moutons ? Oui. Donc, ça fait plaisir ? Oui, beaucoup. Parce que ça veut dire qu'à Minorque, c'est ça ? Minorque, il n'y a pas du tout de moutons, il n'y a pas... Oui. Si ? Oui, Parce qu'en plus, vous êtes d'un côté rural. Nous a dit Richard, donc les animaux, vous connaissez un petit peu, enfin vous êtes habitué ou pas du tout, particulièrement le mouton ? Non, je suis habituée. Oui. Et quand je suis petite, j'habite à la campagne. Alors, est-ce que Ton père menait une ferme ? Oui. Ah oui. Oui. D'accord. Vous avez vu l'exposition à l'intérieur de la salle ? Alors on est passé rapidement et c'était assez plein, ça a beaucoup de succès. Oui. On voyait que les enfants s'amusent beaucoup, qu'ils tissent des... Je sais pas ce qu'ils tissent exactement, comment ça s'appelle, mais c'est génial de voir autant de gens différents, etc., qui tissent ensemble. Les parents, ils sont ravis, ils filment. C'est génial. Très bien. On vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez du parc ? Ah mais il est super. Moi, franchement, j'adore. Hein. Il est très grand. Tout le monde trouve quelque chose qui lui convient, aussi bien pour les enfants que les adultes, hein, franchement. Puis on le connaît, nous on le connaît depuis notre enfance, puisqu'on est de la région. On habite au Vermilier, donc on vient en vélo souvent, nous. Et il ne faut pas toucher à notre parc. Petit message à nos élus. Oui, parce qu'il y avait un projet là de logement. Oui. On était venus manifester pour dire non, parce que franchement, pour les grandes villes qu'on est, toutes les villes à presque 100 000 habitants, aux alentours, on a besoin de verdure et d'espace. Est-ce qu'il manque quelque chose dans ce parc ? Il y a pas mal de choses quand même. Après, qu'est-ce qui manquerait comme ça je sais pas. Peut-être des bancs pour nous qui sommes commencent à être âgés. C'est vrai, un petit peu plus de bancs, oui, parce que voilà. Là, papa maintenant est dans le fauteuil, mais quand il n'était pas encore dans le fauteuil, avec ma maman, il venait et des fois il dit mais pour s'asseoir, on trouve pas beaucoup de bancs. Plus de bancs, ouais. Et il faut pas toucher à notre parc. Dans une minute au cartel, faut pas nous faire chier, t'es con ou quoi, laisse-nous passer. Hey yo, F-side. Champagne, 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 shopping, 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 champagne, 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 shopping, shopping, shopping. J'lamène à ma poche. J'ai des phrases dans ma tête pour faire rougir ta nana. Elle, j'pense à elle, j'pense à elle, pense à moi. En plus ton mec il est moche. Il fait mal à la tête, il mérite pas ton bon à elle. J'pense à elle, j'pense à elle, pense à moi, elle pense à moi. Nous on fait la monnaie comme d'hab, pièce de billets sur la. La miss elle est dans mon del, donc elle finit dans mes bras. Champagne, on n'a pas mangé. Son dada fait des vagues, je la mange tout entier. Nous aimons ça, les sacs à fanader. T'es parfaite, baby girl, t'es parfaite. C'est les boissons, pas d'économie. J'ai de la money de tous les coloris. Ton ex a le cœur endolori. Quand je fais bouger ton bunda astronomique. Nous on fait la monnaie comme d'hab, pièce de billets sur la. La miss elle est dans mon del, donc elle finit dans mes bras. Nous on fait la monnaie comme d'hab, pièce de billets sur la. La miss elle est dans mon del, donc elle finit dans mes bras. Champagne, 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 shopping, 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 champagne, 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 shopping, 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 champagne, 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 shopping, 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 champagne, 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 shopping, shopping, shopping.
l'actualité sport. Wimbledon, début du célèbre tournoi de tennis. L'actualité sportive de la semaine est le début de Wimbledon. Le plus ancien tournoi de tennis fait son retour. L'occasion de revoir certains joueurs attendus au tournant. Du côté des hommes, l'Italien Jannik Sinner est attendu au tournant après son échec retentissant à Roland-Garros. On peut aussi évoquer l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur controversé au cours Philippe Chatrier il y a un mois. Du côté des Français, le tournoi est marqué par le retour d'Arthur Fils, lui qui a dû déclarer forfait à Roland-Garros à cause d'une blessure. Du côté des femmes, une joueuse est attendue, c'est Serena Williams. La légende fait son comeback dans le tournoi en tant qu'invitée. On peut aussi évoquer la tenante du titre Iga Swiatek, la numéro 1 Ariana Zabalenka ou encore la récente lauréate de Roland-Garros, Mira Andreeva. Du côté des Françaises, Loïs Boisson participe pour la première fois au tournoi. Cependant, celle qui a créé la sensation l'année dernière à Roland-Garros doit faire face à la numéro 2 mondiale Elena Rybakina. Enfin, Diane Parry est en train de faire un bon tournoi afin de confirmer son bon parcours à Roland-Garros. Une chose est sûre, ce tournoi de Wimbledon s'annonce passionnant. Football, exploit du Cap-Vert. Un exploit retentissant. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Cap-Vert s'est qualifié pour les 16e de finale. Grâce à ces 3 matchs nuls, les requins bleus ont réussi à s'en sortir malgré la présence d'équipes comme l'Espagne ou l'Uruguay. Désormais, ils ont rendez-vous pour écrire une nouvelle page de leur histoire et ce sera face à l'Argentine, championne du monde en titre, à Miami, vendredi à minuit, heure française. Toulouse, sacré champion de France. Au rugby, l'instauration d'une hégémonie, le Stade Toulousain remporte son 4e titre consécutif de champion de France. Au Stade de France, dans une rencontre interrompue par les orages, l'équipe d'Antoine Dupont a pourtant eu un peu plus de difficultés que prévu face à Montpellier. Grâce notamment à une grande performance de Jack Willis, les Rouges et Noirs gagnent 28-20 face à des Montpelliérains qui n'ont pas démérité. Les Toulousains ont soulevé leur 25e bouclier de leur histoire et entrent un peu plus dans l'histoire du rugby français. Basket, victoire pour les Monégasques. L'AS Monaco a remporté son 3e championnat de France de son histoire en battant le Paris Basketball lors de l'ultime match de la finale. À l'Adidas Arena de Paris, l'équipe de Mike James était pourtant menée jusqu'au début du 4e quart-temps. Mais grâce à un 12-0 décisif lors du dernier quart-temps, les Monégasques ont pu arracher le titre aux Parisiens sur le score de 101-92. L'AS Monaco réalise un quadruplé national, Supercoupe, Leaders Cup, Coupe de France, Championnat, malgré une saison marquée par une grave crise financière et la menace du départ de ses meilleurs joueurs. Et on finit avec le Tour de France. Autre événement sportif de ce début juillet, c'est le début du Tour de France. Une grande boucle marquée par la première apparition de Paul Sexas. Le jeune prodige français de 19 ans va disputer sa première grande boucle. Il s'élancera en tant qu'outsider de ce tour. Face à lui, il fera face aux mastodontes de ce tour, notamment les 2 grands favoris, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Double tenant du titre, Pogačar vise un 3e sacre d'affilée. Mais face à lui, Vingegaard souhaite continuer sur sa lancée après sa victoire au Giro d'Italie. Verdict le 26 juillet lors de la dernière étape sur les Champs-Élysées. Let me when you move like that on me. Let me be, don't stop, don't talk, just feel me. Déclic prend le mic, c'est terminé pour ce soir. À la réalisation technique, c'était Vincent. Merci à Heidi. On se retrouve bientôt sur Radio Ems. Salut. Right there, move. No stress, no rules. You're always talking, I'm cool. Low lights, one dream. Your body moving on beat, slow. Say you feel it. I feel it. Say you're ready. I'm ready. Let me be. Let me be, let me. Let me be. When you grind that slow on me. Let me be. Let me be, let me be. Tonight, we free, no sleep.